étudier. Rappelez-vous, en 2003, lorsque la guerre contre l'Irak se déclenche, le président George Bush annonce explique et justifie ce qui se passe en Irak par l'idée qu'il va y avoir un grand mouvement de démocratisation des pays arabes au Moyen-Orient, que l'avenir de ces pays, c'est la démocratie. Il faut faire attention à une chose dans toutes nos analyses, et c'est là où parfois nous sommes naïfs, et ça a été implicite et tellement explicite dans toute ton analyse, c'est que toutes ces positions politiques, elles ne disent rien si nous ne lisons pas en parallèle les intérêts économiques et géostratégiques régionaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire qu'une lecture politique. La lecture politique qui vous parle de démocratie, quand elle vous parle de démocratie après avoir soutenu 30 ans la dictature, c'est qu'elle vous cache quelque chose sur le plan économique, ou qu'elle ne vous dit pas tout. Donc il faut toujours avoir une vue d'ensemble et une triple lecture, politique, géostratégique et économique. Parce que tout est lié de ce point de vue-là, du point de vue de l'approche que nous devons avoir. Et vous avez remarqué que dans beaucoup de couvertures médiatiques et même de propos politiques, c'est comme si tout à coup la dimension économique était une dimension secondaire. Or, la dimension économique, à mon sens aujourd'hui, c'est la seule qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très important de le dire. Des peuples qui descendent pour la liberté, il faut faire attention aussi de se poser la question de qui tient les cordons de la bourse. Parce que des démocraties politiques sans autonomie économique, ce peut être aussi dangereux géostratégiquement que des dictatures que l'on tient par le sommet. Il faut se rendre compte que c'est très dangereux parce que derrière la façade démocratique, s'il y a un contrôle absolu économique et une géostratégie très spécifique sur le plan régional, eh bien là nous sommes naïfs, nous sommes pris par le sentiment démocratique et manipulés par l'impérialisme économique. Donc il faut avoir une vue d'ensemble et il faut avoir une approche d'ensemble et c'est ce que j'aimerais essayer de faire. Permettez-moi simplement de mettre en évidence quelques faits. En 2003, donc, le président George Bush dit ceci, et on va se rendre compte qu'à partir de 2004, est mise en place par l'administration américaine, financée par des institutions qui sont financées par le State Department américain, des séminaires de formation sur la mobilisation non violente. On le savait en 2000. On savait que Popovich, qui est celui qui va mobiliser les populations contre Milosevic, est quelqu'un qui, dès 2000, est en contact avec quelqu'un qui est un ancien colonel de l'armée américaine et qui fait cette formation. Alors tout ça, c'est noté, vous le verrez dans le livre, tout est, je veux dire, c'est blindé. Oui, je ne suis pas en train de dire, il paraît que. On a les noms et on a les relations. Et donc à partir de 2000, on a effectivement des formations à la mobilisation non violente. C'est en 2004 que ça se passe et quelque chose évolue en 2007. En 2007, donc déjà en 2000, on a cette mobilisation par rapport à l'Europe de l'Est. En 2004, on commence à ouvrir et ceux qui étaient mobilisés en Serbie vont, et Popovich en particulier, va pratiquement créer une institution, Canvas, qui va s'occuper de la formation pour la mobilisation non violente. À travers de quoi? Internet, les réseaux sociaux et donc l'ensemble de la gestion des moyens. Comment fait-on pour mobiliser des peuples, comme ce fut le cas contre Milosevic? En 2007, des jeunes activistes, cyberdissidents, se commencent à être formés, et dont certains d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Égypte, beaucoup d'Égypte. Tout le mouvement du 6 avril, toute la tête du 6 avril a participé à des formations. Al Jazeera, en anglais, rapporte dans une émission qui est passée au mois de février, sur une émission de 30 minutes, elle fait une couverture médiatique sur ces jeunes qui disent être effectivement allés dans le Caucase, d'être allés en Serbie, d'avoir rencontré Popovich et d'avoir suivi une formation. Ils disent également être allés dans le Caucase, mais il y a un pays que Al Jazeera, du Qatar, ne cite pas dans la formation, étonnamment, et pourtant les faits sont là, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le, vous voyez, lapsus significatif, c'est les États-Unis. Ils vont à Washington et ils sont formés, et
ils sont formés à la mobilisation non violente. Et la mobilisation non violente, elle a des règles. La non-violence, c'est la discipline, et c'est la gestion des symboles. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous allez vous rendre compte que dans toutes les mobilisations qui vont suivre, il y a un certain nombre de règles qui vont être tenues. Première règle qui est tenue, c'est la force des slogans positifs. Aucun slogan n'atteint l'Occident ou ne sort la seule direction contre le régime et la dictature. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, comme c'est vrai partout, comme ce fut le cas auparavant. Deuxième des choses, la gestion des symboles. Vous allez remarquer, vous allez sur Internet et vous allez voir les différents symboles qui commencent en 2000 et qui vont être présents partout. Vous avez systématiquement le symbole du point. Il a différentes formes, mais il a le même symbole. Et ça, c'est des décisions qui sont prises dans la formation non violente, c'est-à-dire comment mobiliser les populations par des slogans positifs et des symboles rassembleurs au-delà des idéologies. Étonnant quand même. Et donc, de ce point de vue-là, vous allez avoir des gens qui vont admettre ceci. En 2008, un certain nombre de ces activistes du mouvement du 6 avril reviennent des États-Unis et se font arrêter. Ça veut dire qu'en 2008, le gouvernement égyptien est au courant de la formation de ces jeunes et les arrête avant qu'ils interviennent. En particulier, des jeunes femmes, dont une va réapparaître après, Asma, dans une vidéo qui... Elle n'est pas arrêtée, c'est une autre qui est arrêtée en retour des États-Unis. Et donc, on a ici, depuis 2004, 2007, 2008, et ça s'accélère, des programmes de formation qui sont l'Institut Einstein, l'Institut the Freedom Institute, tous ces instituts qui sont basés aux États-Unis sont des instituts qui financent. En 2008, en Europe de l'Est, il y a une rencontre qui va être une rencontre de la création d'un réseau de ces cyberdissidents pour le Moyen-Orient. Il est très clairement lié au Moyen-Orient, c'est-à-dire il est ciblé, il est au Moyen-Orient. Il est organisé par, tenez-vous bien, des grandes compagnies privées et en particulier Google. N'oubliez pas Google parce qu'on va en parler tout de suite. Il organise ces réseaux-là et donc les États-Unis, qui financent les instituts, qui financent ces formations, sont tout à fait au courant. En 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Égypte envoie une note dans laquelle il annonce que des mouvements sociaux ont envie d'intervenir avant les élections du mois de septembre de cette année. C'est-à-dire qu'au mois de septembre de cette année, il y avait des élections qui étaient prévues et vous savez que Moubarak avait d'abord annoncé « je ne me présenterai pas aux élections » et la note, elle est écrite et elle est certifiée, elle est même confirmée, la note de l'ambassadeur qui est une femme aux États-Unis qui envoie au département américain le fait que voilà ce qui est en train de se préparer. Et moi je vous dis ceci pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout dans la thèse conspirationniste, mais je lis les faits. Et les faits y parlent. C'est-à-dire que cette idée que tout à coup, sui generis, de rien, est apparu à la fin de 2010, un mouvement qui a emporté tout le monde, c'est un mensonge. Ça ne tient pas sur les faits et que les faits montrent qu'il y a eu des gens qui ont été formés et qui ont été formés dans différents pays et qu'on savait ce qui se passait. On savait ce qui se passait. De ce point de vue-là, il faut aller loin dans cette étude-là pour savoir quelle était la part du prévisible et quelle est la part de l'imprévisible. Parce qu'il y a de l'imprévisible dans ce qui se passe. Aucun pays n'avait suspecté la capacité des Syriens sans armes de se mobiliser comme ils l'ont fait. Parce que là, ça, c'était pas prévu de cette façon-là. Et là, il faut aussi faire une analyse assez intéressante. La première chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez remarqué que donc, ces formations sont soit financées par des organes qui sont liés au département d'État, qui sont aussi liés, bien entendu, à des instituts européens. C'est vrai que des instituts européens font de la formation en Europe de l'Est et en Europe, comme aux États-Unis. Donc tout ceci est connu. Qu'à un moment donné, Ronem, qui est celui qui va être la figure montante du mouvement en Égypte, vous savez qu'il est aussi directeur de Google dans la région du Moyen-Orient. Ce jeune qui va apparaître à la télévision, pleurer à la télévision, mobiliser le peuple et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation. Lorsque le gouvernement égyptien décide de couper Internet, vous vous souvenez de ceci, ils ont tout coupé, c'était plus possible. Google
va donner les codes pour pouvoir passer, pour pouvoir, comment dit-on, contourner ces coupures-là et pouvoir avoir les codes satellites directement. C'est Google qui les transmet aux cyberdissidents et qui font qu'ils peuvent continuer à communiquer. Dans une émission qui aura lieu sur France Inter, un jeune cyberdissident pose une question tout à fait intéressante. Il dit, c'est tout à fait étonnant parce que vous avez eu, il y avait une des cyberdissidentes qui était sur le plateau, il dit, Google vous a donné les chiffres, mais quand nous, en Syrie, à côté de la frontière turque, on a demandé les codes pour pouvoir transmettre l'information, Google a refusé. Aux uns, elle l'a donné, aux autres, elle l'a refusé. Et donc, en l'occurrence, ici, vous savez vous-même, et vous l'aurez remarqué, que la position américaine sur la révolte égyptienne n'est pas la même que sur la révolte syrienne. En Syrie, on n'a jamais, dans un premier temps, demandé à ce que le régime tombe. Pendant des mois et des semaines, la seule position de l'administration américaine, c'était changer et réformer le pays de l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas faire tomber Bachar el-Assad, parce qu'il y a beaucoup trop d'impondérables, de non-possibilités de contrôle dans ce régime-là et surtout dans ce pays-là. Tout à fait étonnant de se rendre compte qu'il y a eu des attitudes totalement différenciées. Souvenez-vous aussi que Vodafone lance par le réseau des téléphones un message à tout le monde, rentrez à la maison et n'allez pas manifester. À un moment donné où on ne savait pas si l'Égypte allait passer dans un côté ou de l'autre. Et donc tout cela, il faut l'étudier parce que ces grandes compagnies-là qui interviennent sur le champ des révoltes, elles interviennent au nom de qui? Elles forment des gens au nom de quoi? Comment se fait-il que Google s'intéresse à la formation non violente et à la maîtrise des outils? Parce que si quelqu'un d'entre vous est assez naïf aujourd'hui pour penser que vous rentrez sur les réseaux sociaux sans être contrôlé par qui contrôle le réseau de votre liberté, ben vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Non, s'il vous plaît, c'est pas un meeting politique, c'est juste un meeting, juste un moment de réflexion. Il faut y réfléchir, c'est complexe. Parce qu'en même temps, on a envie de comprendre, puis on n'a pas envie de tomber dans l'espèce de paranoïa, tout est contrôlé. Moi, je ne suis pas du tout dans ça, mais j'essaye de regarder les faits, et je me dis, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous a jamais dit, et qu'il faut étudier. Tout ce que je vous dis là est référencé et n'a jamais été contesté par l'administration qui le savait, et même l'ambassadeur des États-Unis a confirmé le fait de ces notes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des notes qui sont parties en se disant quelque chose se prépare en Égypte. Ce n'est pas venu de rien, ce n'était pas en octobre 2010, on est en train de parler de 2008, où il y a tout à coup quelque chose qui est lié à ces réalités-là. Une chose, et ce n'est pas terminé. Maintenant, on va en venir à une séquence encore plus courte, la Tunisie. Tout à fait étonnant ce qui se passe en Tunisie, et vous savez que le départ entre la mort de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé et qui s'est tué jusqu'au départ de Ben Ali il y a 14 jours. Et l'un des premiers à avoir salué le peuple dans son soulèvement à un moment tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore ce qui se passait, mais à 16 h de l'après-midi, le président Barack Obama salue le peuple et salue l'ère nouvelle. Et John Kerry, qui est le responsable au Sénat des Affaires étrangères, fait la même chose en disant c'est le début d'une grande ère dans le monde arabe. Eh bien maintenant, on connaît un peu les faits qui se sont passés et qui sont confirmés par un certain nombre de personnes au plus haut niveau du gouvernement tunisien, mais en même temps qui sont sortis dans la presse et qui sont sortis jusqu'au niveau au gouvernement français. Parce que la France a été dépassée par les faits, mais pas les États-Unis. En fait, Ben Ali est tombé dans un piège. Ben Ali, on sait aujourd'hui qu'il a quitté le pays en pensant qu'il allait revenir. Que l'idée que sa femme a pris un tiers des richesses avant de partir pour fuir le pays, c'est une rumeur qui n'a jamais été confirmée et qui est fausse. Elle n'a jamais pris un tiers. Mais ceci, c'était pour nous faire croire qu'il savait qu'il partait, qu'il quittait le pays. En fait, on les met dans un avion et on lui dit « va sauver, va protéger ta famille et dès que les choses se sont rétablies, tu viens ». Qui a pris cette décision? 3 personnes. Le haut commandement militaire tunisien, le ministre des Affaires étrangères tunisien et un homme qui est devenu le responsable de la CIA qui s'appelle Petraeus, qui était en Afghanistan. Il prend la décision de sortir Ben Ali, il faut qu'il sorte très très vite. Alors dans un premier temps, on a pensé
On pourrait penser que c'était pour que ça ne prenne pas tache d'huile, mais c'est pour une formidable capacité de mobilisation de ce qui se passe, de contrôle de ce qui se passe.